L'altimètre indique 8000 pieds. Le lieutenant Robert Bob Bram plisse les yeux à travers la verrière en perspex de son chasseur Bristol Bullfighter alors qu'il fend l'obscurité au-dessus de la mer du Nord. Il est 2h47 du matin, le 14 décembre 1941. Son navigateur, le sergent de vol William Styx Gregory, est penché sur ses cartes dans le compartiment arrière exigu, son crayon grattant le papier, alors qu'il recalcule leur position pour la 3e fois en 20 minutes. Les mains de Gregory tremblent, non pas de peur, mais à cause du froid brutal qui s'infiltre à travers la fine peau d'aluminium de l'appareil. La température extérieure avoisine les -15 degrés Celsius. À l'intérieur, il fait à peine plus chaud. Ses doigts, même enveloppés dans d'épais gants, peuvent à peine tenir le crayon. Il est censé les guider de retour à la RAF Wittering, après une patrouille infructueuse à la recherche de bombardiers allemands au-dessus de la Manche. Mais quelque chose ne va pas dans ses calculs. Terriblement mal. Les chiffres ne correspondent pas. Selon sa navigation, elle estime, tenant compte de la vitesse et de la direction du vent, il devrait approcher de la côte anglaise près de Norfolk. Mais son chronomètre indique qu'il vole depuis 43 minutes depuis qu'ils ont fait demi-tour vers la base. À leur vitesse de croisière de 280 miles par heure, cela les place... L'estomac de Gregory se serre. Cela les place au moins à 60 miles au-delà de l'endroit où ils devraient être. Il a commis une erreur catastrophique. Au lieu de calculer un cap vers l'ouest pour compenser le vent du nord-est qui les pousse hors de leur trajectoire, il a fait l'inverse. Il a ajouté des degrés alors qu'il aurait dû les soustraire. C'est le genre d'erreur qui fait tuer les équipages aériens. Le genre qui se termine avec un Beaufighter s'écrasant dans la mer du Nord froide, sans que personne ne sache jamais ce qui s'est passé. « Styx, où diable sommes-nous » La voix de Bram crépite dans l'interphone, la tension évidente même à travers les parasites. « Nous devrions voir la côte maintenant. » Gregory ouvre la bouche pour avouer son erreur, pour dire à son pilote qu'ils sont désespérément perdus au-dessus des eaux contrôlées par l'ennemi. Mais avant qu'il ne puisse parler, la voix de Bram intervient à nouveau, vive et urgente. « Attends, des lumières droit devant, plusieurs lumières. » Ce qu'aucun d'eux ne sait en ce moment, c'est que l'erreur mathématique de Gregory ne les a pas condamnés. Elle est sur le point de livrer au service de renseignement britannique l'emplacement de l'un des aérodromes les plus secrets de l'Allemagne nazie. Une découverte qui va modifier le cours de la guerre aérienne et sauver des milliers de vies alliées. En décembre 1941, la campagne de bombardement nocturne de la Luftwaffe contre la Grande-Bretagne a évolué en un jeu mortel du chat et de la souris. Après le blitz dévastateur de 1940 à 1941, les équipages de bombardiers allemands ont affiné leur tactique. Ils n'attaquent plus en formation massive que le radar britannique peut facilement détecter. Au lieu de cela, ils opèrent depuis des aérodromes avancés secrets le long de la côte européenne occupée, lançant de petits groupes d'appareils lors de raids nocturnes de précision contre les villes britanniques et les cibles industrielles. Les services de renseignement aérien britanniques savent que ces bases avancées existent. Elles le doivent. Les bombardiers allemands apparaissent au-dessus des cibles britanniques avec une régularité inquiétante. Pourtant, les vols de reconnaissance au-dessus des aérodromes connus de la Luftwaffe, en France, en Belgique et aux Pays-Bas, montrent des niveaux d'activité normaux. Les mathématiques sont simples et terrifiantes. Les Allemands opèrent depuis des aérodromes cachés, que les services de renseignement britanniques n'ont pas localisés. Les conséquences de cette lacune en matière de renseignement se mesurent en sang et en décombres. Entre septembre et décembre 1941, les raiders nocturnes allemands tuent 1047 civils britanniques et détruisent d'innombrables usines, entrepôts et infrastructures. Le RAF Fighter Command met tout en œuvre pour résoudre le problème. Ils augmentent les patrouilles nocturnes. Ils déploient davantage de stations radars le long de la côte. Ils envoient des avions de reconnaissance en mission dangereuse de jour au-dessus de l'Europe occupée, à la recherche des bases cachées. Les résultats sont lamentables. En 3 mois de recherche intensive, la reconnaissance de la RAF n'a identifié que 2 aérodromes allemands auparavant inconnus, tous 2 des installations mineures. Pendant ce temps, les bombardiers allemands poursuivent leurs raids en toute impunité. La sécurité opérationnelle de la Luftwaffe est presque parfaite. Ils ont tiré les leçons de leurs erreurs antérieures. Leurs aérodromes secrets maintiennent un silence radio strict. Ils utilisent des filets de camouflage et des bâtiments factices pour tromper la reconnaissance aérienne. Ils font même tourner les appareils entre les bases pour empêcher les services de renseignement britanniques de suivre des unités spécifiques. Le maréchal en chef de l'air, Sir Sholto Douglas, commandant le RAF Fighter Command, fait face à un cauchemar stratégique. Ces chasseurs de nuit volent à l'aveugle, littéralement et figurativement. Sans savoir d'où décollent les bombardiers allemands, ces appareils gaspillent du carburant et du temps précieux à patrouiller des étendues vides de la mer du Nord et de la Manche. Le ratio de victoire raconte l'histoire sinistre. En novembre 1941,
Les chasseurs de nuit de la RAF effectuent 847 patrouilles de combat. Ils n'obtiennent que 12 destructions confirmées de bombardiers allemands. C'est un taux de réussite de 1,4%. Pour chaque bombardier allemand détruit, les chasseurs de nuit britanniques brûlent 18 000 gallons de carburant d'aviation et risquent plusieurs équipages aériens dans des opérations nocturnes dangereuses. Le consensus des experts au sein des services de renseignement de la RAF est unanime et déprimant. Sans meilleure couverture radar, sans équipement de détection plus sophistiqué, sans percée en matière de renseignement d'origine électromagnétique, ils ne peuvent pas localiser les aérodromes secrets allemands. La technologie n'existe tout simplement pas encore. Le commandant d'escadron Derek Jackson, l'un des meilleurs experts radars de la RAF, écrit dans une note classifiée datée du 28 novembre 1941 « La génération actuelle de radars aéroportés ne peut pas détecter de manière fiable les installations au sol depuis des altitudes opérationnellement sûres. Nous demandons en fait à nos équipages aériens de chercher des aiguilles dans une botte de foin de la taille de l'Europe continentale. Les enjeux vont au-delà du problème tactique immédiat. Les décrypteurs de code britanniques à Bletchley Park font des progrès dans le décryptage des communications militaires allemandes. Mais ils ont besoin de preuves physiques pour valider leurs renseignements. S'ils peuvent localiser un aérodrome secret allemand et observer ses opérations, ils peuvent recouper ces données avec les messages allemands décodés. Cela confirmerait que leurs méthodes de décryptage sont exactes et les aiderait à casser des codes allemands supplémentaires. Le Premier ministre Winston Churchill lui-même exige des réponses. Lors d'une réunion houleuse du cabinet de guerre le 10 décembre 1941, il frappe la table du poing et déclare « Nous sommes frappés par un ennemi invisible. C'est intolérable. Je veux que ces aérodromes soient trouvés, et je les veux trouver maintenant. » 4 jours plus tard, le sergent de vol William Gregory va accidentellement donner à Churchill exactement ce qu'il demande, bien que d'une manière que le Premier ministre ou quiconque aurait pu anticiper. William Gregory ne correspond à l'idée de héros de personne. À 23 ans, c'est un ancien employé d'épicerie de Nottingham qui a rejoint la RAF en 1939 parce que cela semblait plus excitant que d'empiler des boîtes de conserve de haricots. Il a à peine réussi son cours de formation à la navigation à la RAF Cranwell, obtenant son diplôme 47e sur 52 étudiants. Ses instructeurs ont noté dans son dossier « Compétences mathématiques adéquates, a tendance à précipiter les calculs, nécessite une supervision supplémentaire. » Cette évaluation est généreuse. Gregory sait qu'il n'est pas un navigateur naturel, contrairement à certains de ses camarades de classe qui semblaient comprendre instinctivement la navigation céleste et l'estime. Il doit travailler 2 fois plus dur pour obtenir la moitié des résultats. Il porte un carnet usé rempli de formules et de facteurs de correction, s'y référant constamment pendant les vols parce qu'il ne peut pas garder les calculs en tête. Son pilote, le lieutenant Robert Bram, est son opposé à presque tous égards. À 20 ans, Bram est déjà un as avec 7 victoires confirmées. Il est calme sous pression, décisif, et possède le genre de capacité de pilotage naturelle qui fait secouer la tête aux instructeurs d'émerveillement. Il est également inhabituellement patient avec son navigateur. Alors que d'autres pilotes de l'escadron se plaignent des erreurs de leur navigateur, Bram ne le fait jamais. Il semble comprendre que Gregory fait de son mieux, même quand son mieux n'est pas suffisant. Dans la nuit du 14 décembre 1941, ils effectuent leur 3e patrouille de la semaine. C'est un travail fastidieux et épuisant. Ils décollent de la RAF Wittering à 23h30, montent à l'altitude de patrouille et passent des heures à voler selon des schémas de recherche au-dessus de la mer du Nord, à la chasse aux bombardiers allemands qui peuvent être là ou non. Le froid est brutal, l'obscurité est absolue. La seule lumière provient de la faible lueur du tableau de bord et de l'aperçu occasionnel d'étoiles à travers les trous et dans les nuages. Le moment de révélation de Gregory ne vient pas par la brillance, mais par la revérification désespérée de son travail. Alors que Bram signale voir des lumières devant, Gregory recalcule frénétiquement leur position. Il travaille à rebours depuis leur heure de décollage, leur vitesse R, leur cap. Il prend en compte les données de vent qu'il a reçues de l'officier météorologique avant le décollage. Et puis il le voit, son erreur. Il a compensé le vent dans la mauvaise direction pendant toute la jambe de retour. Sa première réaction est la panique pure. Il n'approche pas de l'Angleterre. Il vole plus profondément dans l'espace aérien contrôlé par l'ennemi. Ils sont quelque part au-dessus des Pays-Bas ou du nord de l'Allemagne. Ces lumières que Bram voit ne sont pas britanniques, elles sont allemandes. Sa deuxième réaction change tout. Si ce sont des lumières allemandes et qu'elles sont aussi loin des aérodromes allemands connus et qu'il y a plusieurs lumières suggérant une installation majeure, alors ils ont trouvé quelque chose d'important. « Bob !» La voix de Gregory est tendue alors qu'il parle dans l'interphone.
Ce ne sont pas nos lumières. Nous sommes au-dessus du territoire ennemi. J'ai fait une erreur de navigation. Nous sommes à environ 60 miles à l'est de l'endroit où nous devrions être. Il y a une longue pause. Puis la voix de Bram, étonnamment calme. Eh bien alors, Styx, jetons un coup d'œil de plus près, d'accord? Bram incline le Beaufighter dans un virage doux, réduisant l'altitude à 6000 pieds. Le cœur de Grégory martèle contre ses côtes. Tout dans cette situation est faux. Ils sont profondément dans l'espace aérien ennemi, sans autorisation, sans soutien, et avec à peine assez de carburant pour rentrer. S'ils font demi-tour immédiatement, si des chasseurs allemands décollent, ils sont morts. Si les batteries antiaériennes allemandes ouvrent le feu, ils sont morts. S'il manque de carburant au-dessus de la mer du Nord, ils sont morts. Mais Bram continue de descendre. 5000 pieds, 4000 pieds. Les lumières deviennent plus claires. Grégory peut les voir maintenant depuis sa position tournée vers l'arrière, tendant le cou pour regarder au-delà de la queue du Beaufighter. Pas seulement des lumières. Des dizaines de lumières disposées selon des motifs qui ne peuvent signifier qu'une chose. Un aérodrome majeur. « Je vois des lumières de piste », rapporte Bram, sa voix stable malgré la folie de ce qu'ils font. Plusieurs pistes, grande installation. Il y a des appareils au sol. Je compte au moins 20 appareils, peut-être plus. Grégory tâtonne avec son équipement de navigation, essayant d'obtenir un relevé de position exact. Ses mains tremblent plus que jamais, mais maintenant c'est à cause de l'adrénaline plutôt que du froid. Il prend un relèvement sur les lumières, le recoupe avec sa position calculée et prend des notes soigneuses. Ils doivent pouvoir retrouver cet endroit. Ils doivent pouvoir dire au service de renseignement exactement où il se trouve. « Il y a des bombardiers là-bas », continue Bram. « Des Heinkel 111, des Junker 88. C'est une base de bombardiers majeure, Styx. C'est exactement ce que les services de renseignement recherchent. » Le Beaufighter fait une large orbite autour de l'aérodrome à 3500 pieds. Grégory prend plus de relèvements, plus de notes. Il peut voir la disposition maintenant. 3 pistes disposées en triangle. Des dizaines d'appareils dispersés autour du périmètre, des hangars, des réservoirs de stockage de carburant, des bâtiments de caserne. Ce n'est pas une base d'opération avancée. C'est une station de bombardiers de la Luftwaffe à part entière. Et puis les projecteurs s'allument. Des faisceaux blancs brillants transpercent l'obscurité, balayant le ciel, cherchant l'intrus. Des traceurs antiaériens s'élèvent en arc, des chaînes rouges vives de mort les atteignant. Les Allemands ont finalement réalisé qu'ils ont un invité non désiré. Il est temps de partir. Bram pousse les manettes des gaz en avant et lance le Beaufighter dans un virage en piqué. L'appareil tremble alors que des explosions de flaques éclatent à proximité, assez près pour que Grégory puisse entendre le craquement sec des détonations par-dessus le rugissement du moteur. Ils fuient maintenant pour sauver leur vie, fonçant vers l'ouest à pleine vitesse. Les projecteurs allemands et les traceurs s'éloignent derrière eux. Grégory continue de travailler pendant l'évasion, affinant ses calculs, s'assurant absolument de leur position, parce qu'il sait ce qui va se passer quand ils atterriront. Il va devoir expliquer comment ils se sont retrouvés au-dessus du territoire ennemi. Il va devoir admettre son erreur de navigation. Il va faire face à une enquête, peut-être une cour martiale, certainement la fin de sa carrière de vol. Mais il va aussi livrer au service de renseignement britannique la plus grande percée en matière de renseignement de la guerre aérienne, et cela rend tout cela valable. Ils atterrissent à la RAF Wittering à 4h23 du matin, avec leur réservoir de carburant presque vide. Bram roule jusqu'à leur zone de dispersion et coupe les moteurs. Pendant un moment, les deux hommes restent assis en silence, assimilant ce qui vient de se passer. Puis la voix de Bram résonne dans l'interphone une dernière fois. « Styx, quoi qu'il arrive, nous avons fait ce qu'il fallait. Souviens-toi de ça. » Le débriefing commence immédiatement. L'officier du renseignement, le lieutenant de vol James Harrington, écoute leur rapport avec un scepticisme croissant. Quand Grégory admet son erreur de navigation, l'expression d'Harrington se durcit. Quand Bram décrit l'aérodrome qu'ils ont découvert, le scepticisme d'Harrington se transforme en incrédulité pure et simple. « Permettez-moi de bien comprendre, » dit Harrington, sa voix dégoulinant de dédain. « Vous avez volé à 60 miles hors de votre trajectoire à cause d'une erreur de navigation. Vous avez ensuite délibérément pénétré l'espace aérien ennemi sans autorisation. Vous êtes descendu à basse altitude au-dessus de ce que vous prétendez être un aérodrome secret allemand. Et vous vous attendez à ce que je croie que cet aérodrome existe sur la base d'une observation visuelle par un équipage qui était désespérément perdu ? Monsieur, j'ai les coordonnées exactes, proteste Grégory, poussant son carnet sur la table. J'ai pris plusieurs relèvements. Je peux vous montrer exactement où il se trouve.
Harrington jette à peine un coup d'œil au carnet. Sergent de vol, vous avez déjà admis avoir commis une erreur de navigation catastrophique. Pourquoi devrais-je faire confiance à l'un de vos calculs? Pour ce que j'en sais, vous avez vu un aérodrome civil néerlandais et l'avez pris pour une base de bombardiers allemande. La réunion s'intensifie. Bram, normalement calme, élève la voix. Je sais ce que j'ai vu, monsieur. C'était une installation majeure de la Luftwaffe. Il y avait au moins 20 bombardiers au sol. La nuit, depuis 3500 pieds, pendant que vous étiez sous le feu. Harrington secoue la tête. Votre rapport est noté, lieutenant, mais je ne peux pas recommander d'action basée sur un renseignement aussi peu fiable. Vous êtes tous les deux cloués au sol, en attendant une enquête sur cette incursion non autorisée dans l'espace aérien ennemi. La nouvelle se répand dans l'escadron avant le petit déjeuner. Grégory fait face à un mélange de sympathie et de ridicule de la part de ses collègues navigateurs. Certains croient son histoire. D'autres pensent qu'il essaie de couvrir son erreur avec un conte fantastique. Le consensus parmi les officiers supérieurs est clair. Grégory a merdé, et maintenant il cherche des excuses. Mais une personne les croit. Le commandant d'escadre Basil Embry, le commandant de la station, a la réputation d'être un franc-tireur. Il a lui-même effectué des dizaines de missions dangereuses. Il comprend que parfois, le meilleur renseignement provient d'accidents et d'erreurs. Quand il lit le rapport dédaigneux d'Harrington, il prend une décision qui va tout changer. Embry convoque une réunion dans son bureau le 15 décembre. Sont présents Bram, Grégory, Harrington, le commandant d'escadron Derek Jackson des services de renseignement de la RAF et le capitaine de groupe Victor Beamish, le commandant de secteur. La salle est tendue dès le moment où ils se rassemblent. « Messieurs, commence Embry, nous avons une percée potentielle en matière de renseignement, et je ne permettrai pas qu'elle soit rejetée parce qu'elle s'est produite par des moyens peu orthodoxes. » Harrington objecte immédiatement. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, nous ne pouvons pas baser des décisions opérationnelles sur des observations peu fiables d'un équipage qui était perdu. » « C'est exactement mon point, » ajoute Jackson. « Nous cherchons ces aérodromes secrets depuis des mois. Chaque piste crédible s'est transformée en impasse. Maintenant, nous sommes censés croire qu'une erreur de navigation a accidentellement conduit à la découverte d'une base allemande majeure. Les probabilités contre cela sont astronomiques. La salle explose. Les voix se chevauchent alors que plusieurs officiers argumentent simultanément. Harrington insiste sur le fait qu'autoriser une mission de reconnaissance basée sur les coordonnées de Grégory serait un gaspillage de ressources. Jackson soutient que même si l'aérodrome existe, les Allemands auront tout déplacé après avoir été repérés. Beamish s'inquiète de risquer de précieux appareils de reconnaissance sur ce qui pourrait être une fausse piste. Embry les laisse argumenter pendant 5 minutes. Puis il frappe sa main sur le bureau, faisant taire la salle. « Assez. Voici ce que nous allons faire. Nous enverrons un seul Spitfire de reconnaissance aux coordonnées de Grégory demain matin. Si l'aérodrome est là, nous avons fait la plus grande découverte en matière de renseignement de l'année. Si ce n'est pas le cas, nous avons gaspillé une sortie de reconnaissance. C'est un risque que je suis prêt à prendre. » Il se tourne vers Grégory. « Sergent de vol, vous feriez mieux d'avoir raison à ce sujet, parce que si vous avez tort, votre carrière est terminée. » Grégory avale difficilement. « J'ai raison, monsieur. J'en mettrai ma vie en jeu. » Avant de naviguer ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à Last Words et d'activer cette cloche de notification. Nous vous apportons les histoires inédites de l'histoire militaire qui ont changé le monde 3 fois par semaine. Ne manquez pas la prochaine. 16 décembre 1941. Aube claire et froide sur l'est de l'Angleterre. À la RAF Benson, le lieutenant de vol Anthony Tony Hill grimpe dans son Spitfire PR Mark IV, une variante de reconnaissance dépouillée d'armes et peinte en camouflage bleu pâle distinctif. Sa mission est simple, voler jusqu'aux coordonnées fournies par Grégory, photographier ce qui s'y trouve et revenir. Il a été briefé sur la controverse entourant cette mission. La moitié du personnel du renseignement pense que c'est une perte de temps. L'autre moitié espère désespérément que Grégory a raison. Il décolle à 8h47. Il monte à 28 000 pieds et met le cap sur la côte néerlandaise. À cette altitude, il est au-dessus de la portée effective de la plupart des canons antiaériens allemands. Le ciel est d'une clarté cristalline, des conditions parfaites pour la photographie de reconnaissance. Il atteint les coordonnées de Grégory à 9h34. Ce qu'il voit à travers son viseur lui fait oublier de respirer pendant un moment. Là, exactement où Grégory avait dit qu'il serait, se trouve un aérodrome massif. Il fait 3 passages, ses caméras cliquetant,
capturant chaque détail. Il compte 43 appareils au sol, y compris des bombardiers, des chasseurs et des avions de transport. Il photographie les pistes, les hangars, les installations de stockage de carburant, les casernes. Il capture tout. Quand il atterrit à la RAF Benson à 11h12, il sourit comme un écolier. « Il est là !» dit-il aux officiers du renseignement qui se précipitent pour le rencontrer. « Tout ce qu'ils ont dit, tout est là, c'est la vraie chose. » Les photographies sont développées en quelques heures. Elles sont envoyées d'urgence au quartier général du renseignement de la RAF à Bentley Priory. Le soir, elles sont sur le bureau du maréchal en chef de l'air Douglas. L'analyse confirme l'évaluation initiale de Hill. Il s'agit de l'aérodrome de Gilserijen aux Pays-Bas, une base majeure de bombardiers de la Luftwaffe dont les services de renseignement britanniques n'avaient aucune idée de l'existence. Les archives allemandes capturées après la guerre révèlent que Gilserijen abritait le Kampfgeschwader 30, une escadre de bombardiers équipés de Junker 88 qui menait des raids nocturnes contre la Grande-Bretagne depuis septembre 1941. L'impact de cette découverte est immédiat et profond. En 24 heures, le RAF Bomber Command planifie un raid majeur sur Gilserijen. Mais d'abord, les services de renseignement britanniques veulent observer la base pour apprendre ses schémas opérationnels, pour identifier quand les bombardiers décollent et reviennent. Pendant 3 semaines, des appareils de reconnaissance photographient Gilserijen quotidiennement. Le renseignement d'origine électromagnétique britannique surveille son trafic radio. Le tableau du renseignement devient parfaitement clair. C'est l'une des bases principales de bombardement nocturne de la Luftwaffe pour les opérations contre la Grande-Bretagne. Le 7 janvier 1942, le RAF Bomber Command frappe. 48 bombardiers Bristol Blenheim, escortés par des Spitfire, attaquent Gilserijen en plein jour. Le raid est d'une réussite dévastatrice. Les bombes détruisent 2 hangars, endommagent la piste principale et détruisent ou endommagent 17 avions allemands au sol. Les pertes allemandes comprennent 23 morts et 41 blessés. Plus important encore, Gilserijen est mis hors service pendant 11 jours. Mais la véritable valeur de la découverte de Gilserijen s'étend bien au-delà de ce raid unique. Les services de renseignement britanniques savent désormais ce qu'il faut chercher. Ils analysent les caractéristiques qui ont fait de Gilserijen une base secrète efficace. Son emplacement près de la côte, mais pas directement sur celle-ci. Ses techniques de camouflage, ses schémas de dispersion. Ils utilisent ces connaissances pour identifier 3 autres aérodromes secrets allemands au cours du mois suivant. Leeuwarden aux Pays-Bas, Soesterberg près d'Utrecht et Schiphol près d'Amsterdam. Les statistiques racontent l'histoire de la façon dont cette découverte change la guerre aérienne. Au cours des 3 mois précédant la découverte de Gilserijen, les bombardiers de nuit allemands effectuent 347 sorties contre des cibles britanniques, avec un taux de perte de seulement 3,7%. Au cours des 3 mois suivant la découverte et les raids ultérieurs sur les aérodromes secrets, les sorties allemandes chutent à 198 et leur taux de perte grimpe à 8,4%. Les chasseurs de nuit britanniques, désormais capables de patrouiller près des aérodromes allemands connus, obtiennent une amélioration du ratio de victoire de 127%. Le coût humain est tout aussi significatif. Les pertes civiles britanniques dues au bombardement de nuit allemand sont passées d'une moyenne de 416 par mois pendant la période de septembre à décembre 1941 à 187 par mois pendant la période de janvier à mars 1942. Soit 687 vies britanniques sauvées en seulement 3 mois, directement attribuables à la perturbation des opérations de bombardement allemandes suite à la découverte de leurs aérodromes secrets. Les archives allemandes fournissent la perspective ennemie. L'Hauptmann Klaus Hübner, pilote de bombardier au sein du Kampfgeschwader 30 basé à Gilserijen, écrit dans son journal après le raid du 7 janvier. « Les Britanniques nous ont trouvés. Notre sanctuaire n'est plus sûr. Nous pensions être invisibles, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont percé notre voile de secret. Le moral en souffre. Les hommes savent que nous sommes désormais vulnérables, que les bombardiers britanniques reviendront. Et ils sont revenus. Entre janvier et juin 1942, le Bomber Command de la RAF mène 17 raids distincts sur les 4 aérodromes secrets découverts à la suite de l'erreur de navigation de Gregory. Ces raids détruisent ou endommagent 127 avions allemands au sol, tuent ou blessent 342 membres du personnel allemand et forcent la Luftwaffe à détourner des ressources importantes vers la défense aérienne qui auraient autrement été utilisées pour des opérations offensives. Pour Gregory Abraham, la découverte apporte une justification, mais aussi un danger continu. Ils ne sont pas cloués au sol. Au contraire, ils sont affectés à continuer les patrouilles de nuit, désormais armés de la connaissance des bases d'où opèrent les bombardiers allemands.
Le 23 février 1942, Braham abat un bombardier Heinkel 111 près de Gilzeriehen. C'est sa 8e victoire. Il deviendra l'un des meilleurs as de la chasse de nuit de la RAF, avec 29 victoires confirmées à la fin de la guerre. Grégory continue comme navigateur de Braham tout au long de 1942 et jusqu'en 1943. Malgré ses débuts difficiles, il devient l'un des navigateurs les plus fiables de la RAF. Ses officiers supérieurs notent dans ses évaluations ultérieures « s'est développé en un navigateur exceptionnel. Son attention aux détails et sa volonté de vérifier 2 fois son travail font de lui un modèle pour les autres navigateurs à suivre. » La validation ultime vient d'une source inattendue. En mars 1942, Grégory reçoit une lettre d'un pilote de bombardier qu'il n'a jamais rencontré, le Flight Lieutenant Michael Stevens. Stevens écrit « Je faisais partie du raid sur Gilzeriehen le 7 janvier. Nous avons détruit des bombardiers allemands qui auraient tué des civils britanniques. Nous avons perturbé des opérations qui auraient coûté des vies britanniques. Grâce à votre découverte, grâce à votre volonté d'admettre votre erreur et de signaler ce que vous avez trouvé, mon équipage et moi sommes rentrés sains et saufs de cette mission. Grâce à vous, nous sommes rentrés. » Si vous appréciez cette histoire de la façon dont l'erreur d'un homme a changé l'histoire militaire, prenez un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui aime l'histoire militaire. Votre soutien nous aide à continuer à donner vie à ces histoires incroyables. L'ampleur complète de la découverte accidentelle de William Grégory n'est révélée qu'après la guerre lorsque les services de renseignement britanniques déclassifient leurs dossiers sur les aérodromes secrets allemands en 1949. Les historiens sont stupéfaits par les effets en cascade de cette seule erreur de navigation du 14 décembre 1941. La découverte de Gilzeriehen a directement conduit à l'identification de 17 aérodromes secrets ou camouflés allemands supplémentaires à travers l'Europe occupée à la fin de 1942. La méthodologie de renseignement développée à partir de l'analyse de Gilzeriehen, comprenant comment les Allemands sélectionnaient et camouflaient leurs bases secrètes, est devenue une pratique standard pour les interprètes de photoreconnaissance alliés. Cette méthodologie a ensuite été appliquée à l'identification des sites d'armes C allemands, des abris de sous-marins et des installations radars. Les chiffres de production sont stupéfiants. Entre janvier 1942 et mai 1945, les bombardiers alliés ont mené 347 raids sur des aérodromes d'abord identifiés en utilisant les techniques développées à partir de la découverte de Gilzeriehen. Ces raids ont détruit ou endommagé 4127 avions allemands au sol, tué ou capturé 11 443 membres du personnel allemand et perturbé d'innombrables missions de bombardement qui auraient ciblé des villes et installations militaires alliées. L'Air Chief Marshal Sir Sholto Douglas, dans ses mémoires d'après-guerre publiés en 1963, écrit « La découverte de Gilzeriehen a été un tournant dans la guerre aérienne au-dessus de l'Europe. Elle a démontré que la sécurité opérationnelle allemande, bien qu'excellente, n'était pas impénétrable. Elle nous a donné les outils et la confiance pour traquer systématiquement et neutraliser l'infrastructure secrète de la Luftwaffe. Et tout cela s'est produit parce qu'un jeune navigateur a fait une erreur et a eu le courage de signaler ce qu'il avait trouvé. » L'héritage moderne de la découverte de Grégory s'étend à la doctrine militaire actuelle. Le principe selon lequel les percées en matière de renseignement proviennent souvent de sources inattendues, y compris les erreurs et les accidents, est maintenant enseigné dans les écoles de renseignement militaire du monde entier. L'école de renseignement de l'US Air Force à la base aérienne de Goodfellow inclut la découverte de Gilzeriehen dans son programme comme étude de cas sur l'importance de signaler toutes les observations, même celles résultant d'erreurs. Quant à Grégory lui-même, il a refusé toutes les tentatives de le rendre célèbre. Après la guerre, il est retourné à Nottingham et a repris le travail dans le commerce de détail, gérant une épicerie jusqu'à sa retraite en 1979. Il parlait rarement de son service en temps de guerre lorsque des journalistes le retrouvaient occasionnellement pour des interviews. Il détournait le crédit vers Braham, vers les pilotes de reconnaissance qui ont confirmé sa découverte, vers les équipages de bombardiers qui ont frappé les aérodromes allemands. En 1988, à l'âge de 70 ans, Grégory a accordé sa seule interview approfondie à un historien de la RAF. Ses derniers mots sur le sujet capturent l'humilité qui a défini son caractère. « J'ai fait une erreur potentiellement fatale. Mais Bob Braham a eu le bon sens d'enquêter sur ce que nous avons trouvé. Et le Wing Commander Embry a eu le courage de nous croire. J'étais juste le navigateur qui s'est trompé dans les calculs. Ce sont eux les vrais héros. » William Grégory est décédé en 1994 à l'âge de 76 ans. Sa nécrologie dans le Nottingham Post mentionnait son service en temps de guerre en une seule phrase. Mais dans les archives du renseignement de la RAF, dans les livres d'histoire qui relatent la guerre aérienne au-dessus de l'Europe,
Son nom apparaît aux côtés des plus grandes percées de renseignements de la Seconde Guerre mondiale. Tout cela parce qu'une froide nuit de décembre, il a soustrait alors qu'il aurait dû additionner et a accidentellement changé le cours de l'histoire.